Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents avec nous aujourd'hui pour ce webinaire présenté dans le cadre du mois de la sensibilisation aux allergies alimentaires. Alors, premièrement, je tiens à m'excuser, on a eu un petit pépin, la technologie a eu raison de nous aujourd'hui. Bref, nous sommes prêts à commencer. J'espère qu'il n'y aura plus d'autres petits pépins techniques pour la suite. Alors, premièrement, merci et bienvenue. Nous sommes très heureux d'avoir aujourd'hui Dr. Reza Alizadeh-Farr qui va venir nous entretenir des allergies alimentaires et de la prise en charge des réactions anaphylactiques là, en 2021. Alors, on poursuit. Alors, tout d'abord, merci, Dr. Alizadeh-Farr, d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup et merci, Andréane, de m'avoir invité. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Dr. Reza Alizadeh-Farr est professeur agréé de pédiatrie et directeur du programme de formation à la division d'allergie et d'immunologie clinique de l'Hôpital de Montréal pour enfants, l'Hôpital général de Montréal et de l'Université McGill. Il est aussi lauréat d'un prix d'enseignement John Toogood de la Société canadienne d'allergie et d'immunologie clinique. Donc, ce prix a été offert en reconnaissance à son enseignement exemplaire là, dans le domaine de l'allergie, l'asthme et l'immunologie. Ensuite, il est membre de notre comité scientifique là, chez Allergie Québec. Alors, merci beaucoup d'être avec nous, Dr. Alizadeh-Farr. Merci. De partager votre présentation à l'instant. Super. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être présent en si grand nombre en ce beau mois de mai. J'aurais bien aimé être parmi vous, mais pandémie oblige, il faut qu'on soit encore un peu patient. Je voulais remercier certainement Andréane et Kim d'avoir organisé ça et de m'avoir invité. Et certainement, j'aimerais remercier Allergie Québec aussi, qui est une organisation qui nous aide beaucoup avec nos patients. Donc, on m'a parlé de vous entretenir un petit peu aujourd'hui d'un domaine qui est d'un intérêt particulier pour moi, qui est des allergies alimentaires on parlera un petit peu aussi de la prise en charge. Donc, Kim, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, changer de slide? Kim? Bien sûr, ce ne sera pas bien en une petite seconde. OK, super. C'est parti. Excellent, merci. Donc, les objectifs, si tu peux avancer, Kim, sont de comprendre les allergies alimentaires, comprendre les allergies en général, comment ça se présente. Et parfois, quand on comprend un petit peu comment ça se présente, c'est un peu plus facile aussi de prendre tout ça en charge, de dire comment on fait le diagnostic, quels sont les éléments importants pour dire que quelqu'un véritablement souffre d'une allergie alimentaire, parler de la prise en charge et aussi parler un petit peu de l'avenir et des choses qui se pointent à l'horizon et laisser un petit peu une note d'espoir, je dirais. Prochain. Donc, évidemment, on est entouré, comme vous savez, de micro-organismes qui n'ont qu'un but, nous envahir et se reproduire, ce qui peut mener à beaucoup de problèmes de santé et même parfois des décès. Et donc, à travers l'évolution, il a fallu organiser un système très, très complexe, soit le système immunitaire qui est composé d'un réseau d'organes, de tissus, de cellules, de protéines, etc., d'enzymes. Et donc, le système immunitaire est vraiment à la charge de nous protéger à tout instant contre ces envahisseurs étrangers et contre les substances aussi étrangères qui peuvent être potentiellement toxiques pour nous. Prochain.
Donc, malheureusement, la réponse immunitaire peut être une arme à double tranchant, c'est-à-dire d'un côté, évidemment, on a besoin absolument de notre système immunitaire pour survivre et pour éliminer les agents infectieux, comme je vous disais. Mais d'autre part, parfois, chez certains individus, il peut y avoir une réponse qui est mal dirigée, qui est exagérée du système immunitaire. Et ça peut mener à des maladies, des désordres qu'on appelle des désordres d'hypersensibilité, et les allergies en font partie. Dans le fond, c'est vraiment, quand on pense aux allergies, c'est une réponse mal dirigée, exagérée du système immunitaire contre des choses qui ne représentent aucun danger pour nous, que ce soit les pollens, que ce soit les protéines d'arachide. Comme vous savez, ça ne représente aucun danger, mais chez certains individus qui ont une prédisposition génétique, on peut avoir cette réponse-là qui est exagérée. Prochain. Et donc, les maladies allergiques sont vraiment une réponse un mécanisme immunitaire qui est normal, donc une réponse qui est normale, mais qui est dirigée vers une mauvaise cible, soit des antigènes qui sont inoffensifs, et ça peut mener parfois à des maladies bien graves. Prochain. Donc, on a, de par notre système immunitaire, la capacité de produire plusieurs types d'anticorps qui ont chacun la fonction de nous protéger. Et il y a un type particulier d'anticorps qu'on appelle les IgE. C'est des anticorps qui sont responsables d'allergies. Et ces anticorps-là, qui s'appellent les IgE, ont la capacité de façon très, très spécifique reconnaître certaines protéines, certains antigènes qu'on appelle des allergènes. Alors, les allergènes, on peut penser au pollen, on peut penser au squame de chat, etc. On peut penser aux acariens, mais on peut aussi penser à toutes sortes d'aliments. Donc, il y a des individus qui fabriquent des anticorps qui sont spécifiques à un seul type d'allergènes et rien d'autre. Et parfois, chez certains individus, comme je vous disais, ils produisent ce genre d'anticorps qui est dirigé vraiment contre cet allergène-là. Cet allergène est toléré d'habitude par la plupart des gens dans la population. Mais chez ces individus-là, lorsque l'allergène pénètre notre corps, que ce soit par ingestion, par inhalation, par injection, par contact cutané, ça peut mener à une réaction inadaptée, excessive, qui est la réponse allergique chez ces individus-là. Prochain. Donc, cette activation excessive du système immunitaire peut par la suite entraîner des symptômes qui sont assez bénins, comme par exemple le nez qui coule. Et par contre, ça peut aussi aller vers des réactions très inquiétantes et dangereuses, qui est un choc anaphylactique. Donc, il y a un spectre de symptômes qui est inclus dans ces réactions-là. Prochain. Donc, le terme d'allergie a été inventé pour la première fois, a été utilisé pour la première fois par un pédiatre viennois, donc l'Autriche, Clemens von Pirquet, en 1916. Et c'est dérivé de deux mots grecs, soit allos, qui signifie autre, et ergon, qui signifie travail. Donc, c'est un travail qui ne se fait pas de façon normale, qui se fait d'une façon qui est exagérée, comme je vous le disais. Prochain. Et prochain. Et donc, dans cette réaction-là, comme je vous disais, les anticorps IgE vont reconnaître un allergène donné de façon très, très spécifique. Prochain. Et par la suite, vont lier cet allergène-là. Prochain. Et dans notre corps, on a des globules blancs qu'on appelle les mastocytes, qui sont dans différents tissus, que ce soit au niveau des poumons, de l'appareil digestif, que ce soit au niveau des vaisseaux sanguins, au niveau de la peau. Et on a aussi d'autres globules blancs qu'on appelle les basophiles, qui sont en circulation dans le sang. Prochain. Et ces mastocytes et ces basophiles ont à leur surface
des récepteurs pour ces anticorps qu'on a appelés les IgE. Et lorsque donc ces IgE-là sont sécrétés par des individus qui ont une prédisposition génétique et viennent s'asseoir à la surface de ces cellules-là liées à leurs récepteurs. Et lorsque l'allergène nous pénètre le corps, on peut penser au pollen, on peut penser à une protéine d'œuf ou de lait. Ces anticorps-là, en se liant à ces allergènes-là, activent tout d'un coup les mastocytes, activent tout d'un coup les basophiles. Et là, la cellule étant activée, va relâcher immédiatement des molécules qui créent de l'inflammation, donc que ce soit l'histamine, les protéases, l'héparine. Donc ça, c'est très immédiat. Sur quelques minutes, il y a d'autres médiateurs lipidiques qui sont sécrétés, qui vont provoquer de l'inflammation. Et finalement, sur des heures, il y a d'autres molécules qui créent de l'inflammation qui sont sécrétées. Donc après, dépendant de où est-ce que ces cellules sont activées, on va voir différents symptômes. Prochain. Donc, si ces cellules-là sont activées suite à la liaison de l'allergène avec l'anticorps IgE sur notre peau, les gens vont avoir de l'urticaire. Si c'est au niveau des voies respiratoires, ils vont avoir des problèmes respiratoires, de la toux, des sibilances. Si c'est au niveau des vaisseaux sanguins, on peut avoir une chute de pression. On peut aussi avoir de l'enflure au niveau de différents tissus. Et si c'est au niveau gastro-intestinal, ça peut mener à des vomissements, à des diarrhées, à des douleurs au niveau du ventre. Donc, vous pouvez comprendre pourquoi les gens présentent les symptômes typiques dépendant d'où est-ce que ces cellules-là sont activées, où est-ce que l'allergène se lie à l'anticorps à la surface de ces cellules-là. Prochain. Donc, ça peut mener aux symptômes typiques d'allergie qui sont représentés sur ce petit dessin-là. Prochain. Et dans le cas des allergies alimentaires, c'est pour ça qu'on voit parfois des réactions cutanées, des rougeurs, des plaques de rougeur avec de la démangeaison. Ça peut être des réactions au niveau des poumons, ça peut être des réactions au niveau digestif et parfois aussi des réactions au niveau cardiovasculaire, le cœur qui va battre vite, la pression qui va chuter, donc une hypotension qu'on appelle, et parfois quand il y a une chute de pression qui est très prononcée, ça peut mener même à une perte de connaissance parce que le cerveau n'est pas assez bien irrigué. Prochain. Donc, les allergies alimentaires affectent jusqu'à 4 à 6% des enfants de moins de 3 ans et 2% de la population adulte, mais il y a 40 à 60% des parents qui attribuent les symptômes de leurs enfants à la consommation d'un aliment. Donc, parfois, malheureusement, à tort, on pense que c'est à cause des aliments, mais effectivement, ils ont des symptômes, mais les symptômes sont expliqués par autre chose et environ 20% de la population générale perçoivent eux-mêmes leurs symptômes comme étant des symptômes d'allergie alimentaire, alors que, comme on voit, en vrai, il y en a beaucoup moins. Mais évidemment, ils ont des symptômes, c'est naturel, on cherche des causes. Et qu'est-ce qui se passe quand on a des symptômes? On mange à tous les jours, on regarde en arrière, c'est sûr qu'on a mangé quelque chose et on dit « Ah, c'est peut-être une allergie alimentaire ». Dans certains cas, c'est vrai. Dans d'autres cas, ce n'est pas vrai. Et donc, c'est un peu notre rôle comme allergiste d'amener un soutien, guider les gens à dire oui, effectivement, vous avez raison, vos symptômes sont dus à des allergies ou pour vous, les symptômes ont d'autres causes et il faut aller chercher ailleurs. Prochain, s'il vous plaît. Donc, évidemment, nous, on voit beaucoup de parents qui viennent dans nos bureaux et ils ne se rendent pas compte à quel point l'histoire de la réaction, des réactions est importante. Ils pensent qu'en venant chez nous, on va faire des tests cutanés, on va dire, voilà, on fait des tests cutanés à tout, on vous dit à quoi vous êtes allergique et c'est la fin de la chose. Et la vie aurait été belle si c'était si simple, c'est loin d'être le cas. Le diagnostic repose avant tout sur l'histoire de la réaction, comme je vous disais, qui est de loin plus important que tout le reste, de loin plus important que les tests cutanés, de loin, très loin plus important que les tests sanguins, etc. Donc, il n'y a rien qui remplace une bonne histoire et donc, il faut avoir une bonne conversation
avec son médecin pour que le médecin puisse dire oui, effectivement, il peut s'agir d'une réaction allergique. Oui, effectivement, on doit procéder à un test ou non. Dans tel cas, ça ne vaut pas la peine de faire des tests. On va parler de ça dans quelques instants. Donc, l'histoire de la réaction est très importante. On veut savoir quand est-ce que la réaction a eu lieu, quels aliments ou quels aliments sont impliqués ou ont été impliqués, quels ont été les symptômes, la chronologie des événements, combien de temps après est-ce qu'il y a eu la réaction, est-ce que c'était 5 minutes après, 5 heures après, 5 jours après, 5 semaines après, vous savez, dépendant de combien de temps ça a pris, ça a une importance capitale pour nous. La durée des symptômes, est-ce que ça a duré quelques heures, est-ce que ça a duré 5 minutes, est-ce que ça a duré une semaine? Dépendant de ça, on est capable de aussi dire ce qui se passe. Une allergie alimentaire ne dure pas 4-5 jours. D'habitude, de façon typique, ça dure quelques heures et ça part. Donc, tous ces détails-là sont extrêmement importants pour nous. Donc, le conseil qu'on donne à tous les parents, c'est vraiment quand la réaction arrive, prenez un crayon, prenez un papier dès que vous avez le temps, quand les choses se calment un petit peu, pour écrire le tout. Parce qu'évidemment, comme tout être humain, avec le temps, on oublie. Et puis, quand on oublie les détails importants, comme médecin, quand on n'a pas ces détails-là, c'est beaucoup plus difficile de donner des bons conseils. Les expositions subséquentes sont importantes aussi. Imaginez si quelqu'un prend quelque chose et réagit par la suite, mais 5 jours plus tard, mange la même chose et ne réagit pas. On dira à ce moment-là, ce n'est pas ça qui a provoqué la réaction initialement, ça devait être autre chose. Donc, tous ces détails-là sont extrêmement importants. Prochain, s'il vous plaît. Donc, effectivement, après, on peut procéder à des tests cutanés où on prend l'extrait de l'allergène quand on suspecte quelque chose. On le met sur la peau, on gratte ça, on attend 10 à 15 minutes. On voit s'il y a des rougeurs ou pas, de l'enflure ou pas, aussi de la réaction. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire, dans le fond? C'est qu'en grattant, il y a un petit peu d'allergène qui rentre sous la peau. Et s'il y a des anticorps spécifiques à l'allergène sur les mastocytes sous la peau, à ce moment-là, l'allergène lie l'anticorps, le mastocyte se réveille, s'active, les molécules qui causent l'inflammation sont relâchées. Et là, au site du test cutané, on voit effectivement de la rougeur apparaître, de l'enflure apparaître. Et de l'autre côté, s'il n'y a pas d'anticorps spécifique, effectivement, le test cutané va être négatif. Donc, les tests cutanés sont quand même un outil important. Après, comme je vous disais, vraiment l'histoire pour essayer de nous guider et dire, confirmer la suspicion qu'on avait initialement ou l'infirmer et dire non, il faut peut-être aller chercher ailleurs. Prochain diapositive. Donc, lorsqu'on fait des tests cutanés, à chaque fois, on teste l'allergène ou les allergènes suspectés. On fait aussi un contrôle positif qui est l'histamine, qui doit réagir chez tout le monde pour dire que le test est fiable. Imaginez si quelqu'un avait pris un antihistaminique le soir d'avant, aurait oublié de nous le dire. Les tests cutanés vont être négatif, mais l'histamine va être négative. On va dire, ah, il se passe quelque chose, les tests sont peut-être pas aussi fiables. On fait aussi à chaque fois un contrôle négatif, la saline si vous préférez, parce que de l'eau, parce que l'eau, on sait que les gens ne sont pas allergiques à ça. Donc, si on gratte et il y a un peu de rougeur, il y a un peu d'enflure, on dit, ah, bon, la personne peut-être réagit, sa peau est un peu réactive. Et donc, nous, on peut ensuite interpréter les résultats des tests contenus du contrôle positif et du contrôle négatif. Prochain. Donc, après 15 minutes, on mesure l'enflure, la rougeur, et là, on est capable d'interpréter les résultats comme je vous le disais. Prochain. Ce qu'il faut savoir, c'est que la taille des tests cutanés ne prédit pas la sévérité d'une future réaction, d'une réaction future, mais vraiment prédit la probabilité d'être allergique. Donc, plus le test est grand, plus on dit c'est plus probable qu'on soit allergique. Mais malheureusement, les tests cutanés, comme je vous disais, ne sont pas fiables à 100%. Parfois, il y a des faux positifs, parfois, il y a des faux négatifs. D'où l'importance de la conversation initiale. Si on pense que la personne n'est pas allergique, et imaginons, moi, je mange des pommes tous les jours, je n'ai pas de problème, je me fais juste un test cutané, le test cutané peut être positif,
mais je ne vais pas arrêter de manger des pommes. Je n'aurais jamais dû faire de tests cutanés initialement. C'était un tort que d'avoir fait des tests cutanés initialement. Donc, c'est pour ça que l'histoire est très importante. Donc, plus le degré de suspicion est fort, plus on a une suspicion qu'il y a peut-être que cet aliment-là est impliqué, plus après, si le test cutané est positif, on dira, c'est probablement ça, cet aliment-là, qui explique la réaction qui est survenue par la suite. Donc, il faut savoir qu'il y a des faux positifs, mais avec les tests cutanés, il y a aussi des faux négatifs. Si l'histoire est très, très convaincante, et le test cutané est négatif, là, à ce moment-là, comme allergiste, on dit, il faut interpréter le résultat. Peut-être qu'il se passe quelque chose parce qu'il se peut qu'il y ait des faux négatifs. Donc, cette notion comme quoi un test, qu'importe le test, est à 100% fiable, n'existe pas. Et donc, vraiment, on est obligé à chaque fois de prendre en compte l'histoire clinique, l'histoire de la réaction pour pouvoir interpréter nos résultats. Prochain. Une question qui est souvent posée, les parents nous disent, on m'a dit quand l'enfant est trop jeune, on ne peut pas faire des tests cutanés, les tests cutanés ne sont pas fiables. Prochain slide. Et ça, ce n'est pas vrai. Un enfant pouvant présenter une réaction allergique cliniquement significative à un allergène est assez âgé pour être testé. Donc, il n'y a pas un âge limite. Si on a une suspicion, on peut tester. Mais disons, chez les nourrissons, c'est plutôt rare, même si c'est possible, d'avoir des réactions allergiques. Donc, très souvent, on n'a pas besoin de faire des tests d'allergie. Mais s'il y a une suspicion, certainement qu'on peut procéder, même chez des nourrissons, à des tests d'allergie. Prochain slide. Prochain. Donc, l'autre chose, c'est que l'autre question qui est souvent posée, c'est quelque chose assez typique. Mon enfant n'a jamais mangé d'arachide, mais moi, j'ai peur de l'introduire. Faisons un test cutané pour savoir s'il est allergique. Et malheureusement, comme je vous disais, ça ne marche pas comme ça. Prochain. Les tests cutanés peuvent parfois être positifs, et je vous le disais il y a quelques instants, chez les patients qui tolèrent parfaitement un aliment. Et les tests cutanés positifs ne signifient pas nécessairement que le patient est allergique. Et la meilleure façon d'établir le diagnostic de l'allergie alimentaire, c'est la consommation de l'aliment en question si on a une faible suspicion. Si l'enfant n'a jamais mangé quelque chose, on n'a pas particulièrement une suspicion que la personne est allergique. Prochain. Donc, en l'absence d'une histoire suggestive, en l'absence d'une exposition, les tests cutanés peuvent être un faux positif dans plus de 50% des cas, 60% des cas, parfois chez les eczémateux, chez les enfants qui souffrent d'eczéma, 70% des cas. Donc, faire des tests à tort et à travers quand il n'y a pas eu d'exposition nous donne beaucoup de faux positifs. Et une fois que c'est positif, là, on est pris. Ça a des conséquences sur les années à venir sur ces enfants-là, parce que quand à tort, on dit à quelqu'un qu'il ou qu'elle n'est pas allergique, imaginez la personne ne le mange pas, ne le mange pas, ne le mange pas, ne le mange pas, toute l'anxiété que ça génère, l'épipène, etc. Et en plus de ça, parfois les enfants peuvent initialement ne pas être allergiques, mais à cause d'un faux positif, on dit qu'ils sont allergiques, en ne le mangeant pas, en ne le mangeant pas, en ne le mangeant pas, là, ils peuvent devenir allergiques. Donc, c'est vraiment une très, très mauvaise idée de faire des tests cutanés lorsqu'il n'y a pas une bonne histoire, ou il n'y a pas eu d'exposition, ou même encore pire, quand l'enfant le mange, n'a pas de problème, etc. Prochain, s'il vous plaît. Prochain. Donc, alors, beaucoup de gens disent, alors pourquoi on ne fait pas des tests sanguins? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les tests sanguins qui mesurent les IgE, ces anticorps-là, qui sont spécifiques à l'allergène contre un aliment spécifique, ne sont pas plus fiables que les tests cutanés non plus. Prochain. Donc, premièrement, les tests sanguins font plus mal à un enfant qu'un test cutané. Il n'y a pas moins de faux positifs, il n'y a pas moins de faux négatifs, etc. Et ça génère beaucoup de frustration chez beaucoup de parents parce que, évidemment, je comprends comme parent, on va avoir une réponse claire. Je vais quelque part, je veux savoir à quoi mon enfant est allergique, teste-le et puis je vais le savoir et puis ça va être la fin de cette histoire-là. Malheureusement, alors qu'on comprend cette frustration, en 2021, on n'a pas un test qui est fiable à 100% pour dire oui ou non. Donc,
il faut prendre l'histoire pour dire est-ce qu'un test est nécessaire, et si un test est nécessaire, là, procéder avec des tests cutanés. Et puis, éventuellement, si on pense qu'un test sanguin peut être nécessaire, on peut aussi aller vers un test sanguin. Mais si on pense qu'un test sanguin n'est pas nécessaire, ben, on ne va pas traumatiser un enfant à un test sanguin juste parce qu'on veut assouvir une curiosité. Prochain. Donc, les tests sanguins sont souvent utilisés de concert avec l'histoire et le résultat du test cutané. S'il y a une discordance, si on ne sait pas encore ce qui se passe, si on dit bah, là, ça vaut la peine d'aller plus loin, effectivement, on peut faire un test sanguin et prendre la combinaison des trois pour pouvoir prendre une décision clinique. Mais si juste avec l'histoire, on est correct, parfait, on n'est pas obligé d'aller vers les tests cutanés. Et si avec l'histoire, les tests cutanés, on est correct, on n'est absolument pas obligé d'aller vers un test sanguin et de façon inutile, traumatiser l'enfant, comme je vous le disais il y a quelques instants. Prochain. Et l'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de confusion aussi dans la population en général entre les allergies et les intolérances, qui sont vraiment deux choses complètement différentes. Et les tests d'allergie sont complètement inutiles pour les intolérances. Donc, imaginez, quelqu'un a de l'intolérance, on fait des tests d'allergie, ça ne détecte rien du tout. C'est comme si j'avais mal à la tête et je sens un rayon X de mon pied. Je veux dire, en faisant un rayon X de mon pied, je ne saurais pas pourquoi j'ai mal à la tête. Donc, les tests d'allergie ne sont d'aucune utilité au niveau des intolérances. L'une des intolérances typiques étant l'intolérance au lait. Donc, des gens qui souffrent, qui ont une intolérance au lactose, en faisant des tests d'allergie, là, on ne va nulle part. On peut à terme même diagnostiquer des allergies alors qu'ils ne sont pas allergiques, ne pas régler leur problème initial et leur donner des conseils qui ne sont absolument pas justifiés et qui peuvent causer du tort. Prochain. Donc, après, il y a des gens aussi dans la communauté qui font des tests sanguins qui ne mesurent pas les IgE spécifiques, mais qui mesurent les IgG spécifiques contre des aliments. Prochain. Et il y a quelques années, l'Association québécoise d'allergie, de gastroentérologie, de dermatologie se sont réunis et ont publié une communication en disant ces tests-là d'IgG spécifiques, pas d'IgE, mais d'IgG spécifiques sont complètement inutiles. Il n'y a aucune validité scientifique, il n'y a pas de bonne publication, etc. Donc, dans le fond, pour vous résumer la situation, les gens qui l'offrent, c'est des gens qui veulent faire de l'argent facilement et ils chargent 300, 500, 1000 $, 1500 $ par test. Il y a effectivement de très, très, très beaux rapports en couleur qui sont présentés, mais sans validité scientifique aucune. Et donc, il faut faire très, très attention de ne pas tomber dans ce piège-là de tests sanguins d'IgG contre les aliments. Prochain. Et prochain, s'il vous plaît. Prochain. Merci. Et finalement, ultimement, on peut aussi faire des tests de provocation orale, c'est-à-dire amener l'enfant à l'hôpital et sous supervision, lui donner l'aliment qu'on suspecte. Évidemment, quand on a une forte suspicion que l'enfant va réagir, l'enfant est allergique, on ne voit pas forcément l'utilité de provoquer une autre réaction chez l'enfant et le traumatiser davantage. Mais parfois, il y a des enfants chez qui on a une faible suspicion. On dit non, je ne pense pas que l'enfant soit allergique. Ben là, c'est quelque chose qu'on peut offrir. Si c'est raisonnable, si on a vraiment un doute très, très faible que l'enfant soit allergique, on amènera pas tous les enfants à l'hôpital pour leur donner des aliments à l'hôpital. Mais on a quand même une suspicion raisonnable, mais on pense que c'est très possible que l'enfant ne soit pas. À ce moment-là, oui, ça vaut la peine de les amener à l'hôpital et leur en donner. Ou alors, si un enfant a été allergique, mais avec le temps, on pense que peut-être que l'enfant a perdu son allergie. Ça, c'est une autre raison pour laquelle on peut amener l'enfant à l'hôpital et faire procéder à un test de provocation où on donne à l'enfant une toute petite quantité de l'aliment en question et à chaque 15-20 minutes, on augmente la quantité, on le garde sous observation jusqu'à ce qu'il ou elle prenne une bonne quantité. Et ensuite, on le garde d'habitude 1 heure de plus et si ça va bien, on dit parfait. Et si au cours du test de provocation, il y a une réaction, bien évidemment, il faut traiter la réaction et dépendant de la sévérité de la réaction, ben là, ça va être différents types de médicaments qui sont administrés. Prochain. Et prochain.
Donc, en termes des allergies alimentaires les plus fréquentes chez les enfants, on retrouve d'habitude le lait, les œufs, les arachides, noix, poissons, crustacés, blé et soya. Et chez les enfants plus âgés et chez les adultes, on trouve plus souvent les poissons, les crustacés, les arachides et les noix. Prochain. Mais il faut prendre en compte qu'on peut être allergique à peu près n'importe quel aliment. Il y a plus de 170 allergies alimentaires qui sont connues. Et l'allergie de chacun, je dirais, est importante. Il faut vraiment respecter et prendre au sérieux chaque allergie alimentaire. Ce que j'ai mis un peu en disant, c'est pas une compétition. Moi, mon allergie est plus forte que la tienne, là, ça n'a pas de sens. Là. C'est l'allergie de chacun peut devenir sévère et donc il faut vraiment prendre ça au sérieux pour tout le monde, qu'importe le type d'allergie. Prochain. Et aussi, quand on parle des allergies alimentaires et leur fréquence, dépendant des pays où on est, il y a un tel allergène qui peut être plus prédominant et plus fréquent qu'un autre type. Le lait est très fréquent dans beaucoup de pays parce que c'est un aliment qui est très souvent consommé. Mais par exemple, si on regarde au Singapour, les allergies aux crustacés, même chez les enfants, c'est très prédominant parce qu'ils consomment très régulièrement ça. Et si on regarde en Israël, le sésame est un allergène qui est très important. Tout ça, ça revient à des habitudes alimentaires dans chaque pays, des habitudes culturelles, etc., en termes de consommation alimentaire. Et donc, dans un pays, tel ou tel type d'aliment, on peut le retrouver plus souvent comme étant cause d'allergie. Et dans un autre pays, ça peut être d'autres aliments. Prochain. Donc, après, il y a aussi la question d'introduction des aliments chez les bébés qui est une question qui est très importante. Et il y a quelques années, il y a des médecins qui disaient n'introduisez pas tel aliment jusqu'à tel âge, tel aliment jusqu'à tel âge. Mais il n'y avait pas vraiment d'évidence scientifique contre ce genre de conseil de retarder tel aliment jusqu'à 1 an, jusqu'à 2 ans, jusqu'à 3 ans. Et même dernièrement, il y a plusieurs études qui tendent à dire qu'après l'âge de 4 à 6 mois, il faut vraiment introduire les aliments, qu'importe les aliments, un par un par un. La seule chose, c'est qu'on dira n'introduisez pas 2, 3 aliments en même temps. Parce qu'après, s'il y a une réaction, c'est un peu une casse-tête de savoir c'est lequel des aliments qui a provoqué la réaction. Donc, un par un, par un, par un, à quelques jours d'intervalle, à partir de l'âge de 4 à 6 mois, on peut introduire les aliments solides et on devrait, je dirais même, introduire les aliments solides. Prochain. Après, la question, c'est quand on a un enfant ou un adulte qui fait une réaction d'allergie alimentaire qui est sévère, ce qu'on appelle une réaction anaphylactique, c'est-à-dire vraiment il y a une réaction qui peut mener à une réaction dangereuse qui peut faire. Et vraiment, le traitement numéro 1 dans le cas de l'anaphylaxie, d'une réaction qui est dangereuse, c'est l'épinéphrine. Prochain. Donc, c'est quoi l'épinéphrine? L'épinéphrine est aussi appelée l'adrénaline, c'est la même chose. Et c'est une hormone naturelle que nos glandes surrénales qui reposent sur nos reins produisent lorsqu'on est stressé. Vous savez, quand on va faire du roller coaster, quand on fait du bungee jumping et notre cœur bat vite, c'est ça que notre corps vient de produire. C'est de l'adrénaline, c'est de l'épinéphrine. Donc, c'est une hormone naturelle qui est vraiment bien tolérée. Nous, on en produit presque à tous les jours, là, je dirais. Environ 10 à 20% des patients qui reçoivent l'épinéphrine en injection peuvent avoir un peu d'effets secondaires, un peu de pâleur, un peu d'anxiété, palpitations, parfois un peu d'étourdissement, etc. Mais pas plus que ça. Or, il y a cette notion que l'épinéphrine peut être dangereuse. Ce n'est pas vrai du tout. C'est quelque chose qui est naturel. Donc, je dirais, il faut peut-être essayer de faire un travail d'éducation auprès de tout le monde en disant n'ayez pas peur de l'épinéphrine. Il y a beaucoup de gens qui ont cette crainte, etc. Mais c'est quelque chose qui est naturel, qui est beaucoup mieux que les médicaments synthétiques qu'on donne, comme les antihistaminiques. Et ces symptômes sont d'habitude qu'on voit avec l'injection d'épinéphrine sont transitoires et parfois aussi les symptômes qu'on voit, ça peut être aussi dû à la production par notre propre corps d'épinéphrine lorsqu'on est stressé. Donc, il faut aussi tenir compte de ça. Prochain.
Et ce qui est très, très, très important de souligner, c'est que lorsqu'il y a une réaction anaphylactique, lorsqu'il y a une réaction sévère, lorsqu'il y a une réaction dangereuse, les antihistaminiques ne doivent pas être utilisés comme traitement de première ligne de ces réactions-là. Et alors, je dirais encore plus que ça, le Benadryl est le dernier médicament qui a été utilisé. Le Benadryl, c'est un très vieux médicament. Ça a été commercialisé dans les années 1940, donc il y a très, très longtemps. Et ça a beaucoup d'effets secondaires. L'un des effets secondaires de Benadryl, c'est que ça rend les gens endormis. Alors, ce que je dis à tous mes patients, c'est imaginez si quelqu'un a une réaction dangereuse, une réaction sévère, une réaction anaphylactique, une réaction allergique, etc. Est-ce qu'on veut les endormir ou est-ce qu'on veut qu'ils soient le plus réveillés possible pour nous dire qu'est-ce qui se passe, etc., pour ne pas confondre la réaction? Donc, le Benadryl, c'est vraiment à proscrire. Les autres antihistaminiques qui ne, ce qu'on appelle nous de seconde génération, qui ont été commercialisés dans les années 80, etc., ont beaucoup moins d'effets secondaires. Et donc, effectivement, si la réaction est légère, il y a un peu de démangeaison, etc., on peut toujours le considérer. Mais pourquoi considérer un médicament qui a beaucoup d'effets secondaires et qui n'est pas plus efficace qu'est le Benadryl? Or, beaucoup de gens l'ont appris, et ça c'est très très fréquent, même parfois malheureusement les médecins de première ligne, les médecins à l'urgence, les infirmières prennent ce Benadryl, et nous en allergie, on essaie de faire un travail d'éducation en disant, écoutez, arrêtez avec le Benadryl, c'est un mauvais médicament. Des gens l'ont appris de leurs parents, qui l'ont appris de leurs parents, etc. Les médecins l'ont appris de leurs professeurs, qui l'ont appris de leurs professeurs, etc. Et ils utilisent un très mauvais et vieux médicament. Prochain. Donc, pourquoi utiliser des antihistaminiques en général, même si ce n'est pas le Benadryl, mais a fortiori le Benadryl dans une réaction anaphylactique ne fait pas de sens. Vous vous rappelez ce que je vous avais montré, le schéma où il y avait les mastocytes et les basophiles. Je vous disais, quand ça s'active, il y a beaucoup de molécules qui sont relâchées. L'une des molécules qui est relâchée est histamine. Avec les antihistaminiques, effectivement, on va opposer l'histamine, mais regardez toutes les autres molécules, et cette liste n'est même pas exhaustive, qui sont dans ce schéma-là. Toutes les autres molécules vont avancer et vont pouvoir provoquer une réaction extrêmement dangereuse. Donc, juste opposer une molécule qui est l'histamine ne fait aucun sens dans une réaction anaphylactique. Quand la réaction est légère, je n'ai pas de problème si les gens veulent utiliser de l'antihistamine. Il y a quelques plaques de rougeur, il y a un peu de démangeaison, rien de plus. OK, parfait. Mais à ce moment-là, on n'utilisera pas le Benadryl qui va endormir les enfants ou les adultes. On va utiliser peut-être des antihistaminiques plus récentes qui ont moins d'effets secondaires. Prochain. Donc, ça, c'est vraiment le message à laisser. Les antihistaminiques ne doivent pas être utilisés comme traitement de première ligne de réaction anaphylactique. Et de grâce, oublions le Benadryl complètement. Prochain. Merci. L'épinéphrine est malheureusement sous-utilisée. C'est autant vrai pour les patients et pour les parents. Et même, il y a des études qui disent qu'aux urgences, on ne l'utilise pas assez. Donc, c'est vraiment très important, dès que la réaction devient significative, de penser à donner cette hormone naturelle qui est bien tolérée, qui est bien efficace et qui casse la réaction allergique, qui ne la laisse pas devenir très, très sévère. Prochain. Donc, il faut agir rapidement. L'utilisation de l'épinéphrine est malheureusement souvent retardée. Prochain. Et quand on regarde les études après étude, lorsque l'utilisation de l'épinéphrine est retardée, c'est clairement associé à un risque accru de décès. Donc, c'est pour ça qu'on donne aux gens les auto-injecteurs, parce que c'est la même chose qu'on donne aux urgences. Pourquoi on le donne aux gens avec les auto-injecteurs? C'est parce qu'on veut qu'ils agissent rapidement, qu'ils cassent la réaction, parce que quand on attend et on attend et on attend et on attend et on attend, ben là, la réaction peut être extrêmement sévère. Et là, quand on utilise l'épinéphrine, qui est le traitement approprié, ben, ça peut ne pas aussi bien réagir, etc. Donc, c'est très important d'avoir tout le temps de l'épinéphrine sur soi et de ne pas attendre à ce qu'il soit trop tard. Prochain. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la prescription d'un auto-injecteur d'épinéphrine en soi ne sauve pas des vies. Prochain. Il faut aller l'acheter. Il faut... prochain, peut-être.
Oui, il faut aller l'acheter. Il faut le porter tout le temps sur soi. Malheureusement, il y a juste la moitié des gens qui le portent tout le temps sur soi, qui l'ont tout le temps sur soi. Il y a 30 à 40% qui ne savent pas comment l'utiliser quand il faut l'utiliser. Donc, il faut être confortable avec l'utilisation lorsque le temps vient. Et il faut le garder sur soi. Il ne faut pas le laisser dans l'auto où il y a surtout au Québec, il y a des extrêmes de température. Ça passe de moins 30 à plus 30. Donc, quand il y a trop de variations de température, ça peut le dénaturer de l'avoir sur soi. Et toujours vérifier la date d'expiration et le remplacer. Ne pas regarder, est-ce que la couleur est brun? Est-ce que la couleur est rouge? Est-ce que c'est violet? Ça ne marche pas, ces trucs-là. On regarde la date d'expiration. Prochain. Donc, et l'autre chose, c'est vraiment essayer de changer d'un épipène junior qui a une dose plus faible d'épinéphrine à un épipène régulier qui contient une dose plus forte. Et c'est vrai pour l'épinéphrine, c'est vrai pour les autres auto-injecteurs. On va en parler dans un instant. Lorsque le poids atteint 20-25 kg, on tend à changer l'épinéphrine junior avec la dose moindre vers un auto-injecteur à dose qui est régulière appropriée pour l'âge. Et l'autre chose, c'est qu'à partir de 45 kg, maintenant, on a l'option d'aller vers un autre auto-injecteur qui contient une dose encore plus élevée, qui chez certains patients peut être encore plus important de recevoir la bonne dose pour bien casser la réaction. Donc maintenant, on a cette option-là depuis quelques mois au Canada qu'on n'avait pas jusque-là, donc une dose à 0,5 mg, contrairement au 0,3 mg qui est l'auto-injecteur régulier, et contrairement à 0,15 mg qui est pour l'auto-injecteur junior. Prochain. Et il faut avoir un plan d'action d'anaphylaxie, surtout pour les garderies, pour que les enfants qui vont à la garderie et qui ont une réaction, les gens qui sont autour sachent quoi faire, etc., à quoi ils sont allergiques, qu'est-ce qu'il faut éviter, etc. Donc, nous, comme allergistes ou comme les pédiatres, les médecins de famille, on peut vous procurer ces plans d'action d'anaphylaxie. Prochain. Et donc, comme auto-injecteur, comme je vous disais, ce qui est disponible au Canada maintenant, c'est l'EpiPen. Ça vient en format junior, 0,15 mg et 0,3 mg, et le format régulier, comme je vous disais. Allerject, qui donne des instructions vocales, qui est un peu plus petit que l'EpiPen, qui vient aussi en format de 0,15 mg et 0,3 mg. Et EMRAD, qui depuis quelques mois est disponible au Canada, qui est disponible maintenant en format de 0,3 mg et 0,5 mg. Le format 0,15 n'existe pas encore. On entend que d'ici peut-être l'année prochaine, on va avoir le format à 0,15 mg aussi. Donc, 3 auto-injecteurs différents. Prochain. Le choix de l'auto-injecteur va dépendre du degré de confort de chaque patient, chaque parent avec un auto-injecteur, la taille du dispositif, la facilité d'utilisation et le poids. Comme je vous disais, dépendant des poids, on peut opter un versus un autre. Et suite à la discussion avec votre médecin, donc il n'y a pas un auto-injecteur qui est bon pour tout le monde. Il faut que les gens se familiarisent à ce qui est disponible et essayer de faire le meilleur choix pour eux-mêmes. Et parfois, il y a des gens qui vont dire, écoute, moi, je préfère avoir, je prends un exemple, un EpiPen chez moi et avoir disons, un allergect chez les grands-parents parce que ça parle, etc. et c'est mieux. D'accord, ce qui vous convient. Il y a des gens qui donc, c'est vraiment des préférences personnelles. Prochain. Donc, il y a des gens qui disent, est-ce que c'est vrai que l'auto-injecteur d'épinéphrine n'est bon que pour 15 à 20 minutes? Prochain. Et ça, ce n'est pas vrai, parce qu'en disant que c'est bon pour 15 à 20 minutes, c'est-à-dire à chaque 15 à 20 minutes, il faut donner une autre injection, ce qui n'est pas vrai. Pour la plupart des gens, une dose est suffisante. C'est rare que les gens aient besoin de 2 doses ou plus que ça. Donc, pour la plupart des gens, une dose d'épinéphrine est suffisante. Prochain. Ne pas oublier chez les asthmatiques à risque d'anaphylaxie avec des allergies alimentaires que c'est primordial que leur asthme soit sous contrôle. S'il y a déjà de l'inflammation dans les poumons et là, en plus, ils ont une réaction allergique alimentaire, là, la réaction peut être vraiment carabinée et très sévère. Donc, toujours garder en tête qu'il faut bien contrôler l'asthme avec les conseils de votre médecin. Prochain.
Prochain. Donc, l'autre chose, évidemment, tout le monde a une crainte, et c'est normal, qui est le risque de décès. Mais il faut aussi mettre les choses en perspective. Il y a une étude qui a quelques années qui est apparue et qui a comparé un peu le risque de décès par réaction d'anaphylaxie aux aliments versus les autres risques. Si on regarde, le risque, c'est à peu près autour de 1 dans 1 million, qui est effectivement il y a un peu plus de risque de décès par allergie alimentaire que d'être foudroyé par la foudre. Mais si on regarde le risque de décès par meurtre aux États-Unis, en Europe, accident d'auto aux États-Unis, en Europe, ce risque-là est même peut-être, on peut argumenter plus fort, et que je sache, on ne pense pas à tous les jours quand on prend l'auto de mourir non plus. Donc, il faut faire très attention, il faut être vraiment vigilant avec les allergies alimentaires, mais il faut faire aussi attention à ne pas que ça devienne quelque chose qui vient complètement pourrir notre qualité de vie. On n'est plus capable de fonctionner, on n'est plus capable de dormir, etc. Et parfois, ça arrive, et on comprend pourquoi ça arrive. Effectivement, il y a une crainte, mais je pense qu'il faut mettre les choses aussi en perspective un petit peu. Prochain slide. Donc, être suivi est très important. Il peut y avoir une résolution possible des allergies alimentaires. Donc, à chaque quelques années, il faut revoir son médecin, peut-être reprendre une histoire, peut-être refaire des tests, etc., si c'est nécessaire, pour voir si l'allergie est résolue ou pas. Prochain. Donc, en termes de prise en charge, évitement strict des allergènes qui ont été identifiés, avoir toujours l'auto-injecteur d'épinéphrine sur soi en tout temps, en connaître l'utilisation, savoir comment l'utiliser, la date d'expiration, je vous en ai parlé, faire attention à l'équilibre nutritionnel, et parfois, il y a des gens qui vont considérer aussi d'avoir un bracelet médicalaire qui indique leur allergie. Prochain. Donc, après, depuis quelques années, on a fait des avancées par rapport à la prise en charge des allergies alimentaires, au moins certaines allergies alimentaires. C'est l'immunothérapie orale ou la désensibilisation. Je pense que beaucoup de gens en ont entendu parler. On amène les enfants qu'on juge que ça peut être approprié pour eux à l'hôpital, et sous supervision, on leur donne une toute petite quantité de l'allergène en question. Et ensuite, on les garde pendant 1 heure. S'il y a une réaction, on traite la réaction. Et puis ensuite, à chaque quelques semaines, on les ramène, on leur donne une quantité plus grande, et il faut qu'à chaque fois, ils rentrent chez eux, et à la maison, ils prennent la même quantité à tous les jours. Donc, il y a une consommation quotidienne, il y a des visites fréquentes, il faut garder un agenda tout le temps. Il peut y avoir malheureusement des réactions indésirables, que ce soit à l'hôpital où on traite, mais malheureusement, bien souvent à la maison, il peut y avoir des réactions anaphylactiques. Il faut savoir faire face à ces réactions-là, il faut être confortable à traiter ces réactions-là avec l'EpiPen. Donc, oui, effectivement, ça peut présenter bien des avantages, mais ça représente aussi bien des dangers. Donc, vous savez, dans les médias, il y a juste toujours le côté positif qui est présenté. Et c'est vrai, il y a des côtés positifs, il ne faut pas le négliger. Mais il faut aussi, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire face à tous les jours à des réactions anaphylactiques. On a vu des gens qui ont développé des troubles d'anxiété, etc. Et je ne parle même pas juste des parents, là, je parle des enfants. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas pour tout le monde, et pour certaines personnes, ça peut être bien avantageux et bien intéressant. Il y a des études même qui disent qu'il y a 2 à 3 fois plus de risque de réaction anaphylactique et d'utilisation d'EpiPen lorsque quelqu'un fait de l'immunothérapie orale, de la désensibilisation, versus lorsqu'on évite complètement l'allergène en question. Prochain. Donc, juste vous dire qu'il y a aussi beaucoup de recherches dans ce domaine-là. Ce qui est la désensibilisation dont je vous parlais maintenant, il y a quelques années, n'était pas disponible. Maintenant, c'est de plus en plus disponible. Donc, ça vaut la peine de parler avec son médecin et voir si c'est quelque chose qui est approprié pour vous ou pas. Mais aussi, il faut garder en tête que ce qui n'est pas disponible aujourd'hui peut être disponible dans 5 à 10 ans. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des moyens plus sécuritaires, plus faciles à faire pour que les gens perdent leurs allergies alimentaires. Il y a beaucoup de recherches qui se fait là-dessus. Il y a des études, par exemple, sur des patchs, etc., qui vont peut-être éventuellement devenir disponibles. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Et si jamais vous dites, écoute, pour la désensibilisation n'est pas pour moi,
ne vous sentez pas mal, ne vous culpabilisez pas. C'est possible aussi que dans quelques années, il y ait quelque chose de plus sécuritaire que ce qu'on offre de nos jours et qui va résoudre les problèmes. Donc, juste peut-être savoir que ce n'est pas pour tout le monde. Donc, ne pas négliger l'impact psychologique et nutritionnel des allergies alimentaires. Demander du support. Allergie Québec est vraiment une très bonne organisation à ce titre. Aussi avoir du support des nutritionnistes. Prochain. Donc, je vais m'arrêter là. Et s'il y a des questions, ça va me faire plaisir de les prendre. Oui, alors on a reçu effectivement beaucoup de questions au sujet des allergies alimentaires. Alors, je ne vous cacherai pas qu'on a dû les mettre sous différents thèmes. Donc, le premier thème que j'aimerais aborder avec vous un petit peu plus, c'est la désensibilisation. Donc, il y a plusieurs questions qui ont été mentionnées, à savoir, est-ce que c'est pour tout le monde, autant les adultes que les enfants? Est-ce qu'on peut se faire désensibiliser même si on a déjà fait un choc anaphylactique? Quels sont les délais approximatifs d'attente? Donc, c'est un peu le type de questions qui nous a été posées. C'est beaucoup plus offert pour les enfants et les enfants plus jeunes. Pour les adultes et les enfants plus âgés, c'est moins considéré, justement à cause des risques. Il y a beaucoup plus de risques au fur et à mesure qu'on devient adulte. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'allergistes adultes qui offrent la désensibilisation à cause des dangers. Et encore une fois, je veux insister là-dessus. Les dangers, ce n'est pas forcément à l'hôpital, hein. C'est très souvent à la maison. Donc, c'est pour ça que c'est moins offert. Donc, si quelqu'un a fait une réaction anaphylactique, est-ce qu'on peut la désensibiliser? Oui, absolument. D'ailleurs, ça devient plus intéressant pour les gens qui ont fait des réactions anaphylactiques parce que justement, on va réduire leur risque de réaction dangereuse à l'avenir. Quelqu'un qui a fait une réaction très, très légère, bah, à la limite, il y a un peu moins de risque. Donc oui, définitivement. Mais c'est aussi considéré pour des gens qui ont fait des réactions légères. Hein, ne prenez pas. Mais définitivement, oui, on peut le faire pour des gens qui ont eu des réactions sévères dans le passé. La troisième question, c'était... Bon, c'était adulte-enfant, est-ce que c'était possible? Et puis les délais d'attente approximatifs. Écoutez, les délais d'attente, comme vous savez, déjà avant le COVID, les délais d'attente étaient déraisonnables. Maintenant qu'il y a eu le COVID, là, c'est absolument, ça a explosé de partout. Donc, ça peut être assez long, malheureusement. Aussi, savoir que ce n'est pas tous les allergistes qui travaillent dans des centres hospitaliers. Et ça, pour le moment, d'habitude, la plupart des gens l'offrent, au moins au Québec, dans des centres hospitaliers. Donc, les délais d'attente peuvent être assez longs, je dois dire. Mais après, ça dépend de chaque milieu de pratique, de chaque allergiste. Parfois, il y a des places qui se libèrent dernière minute. Donc, ça, c'est un peu difficile de donner des délais exacts. Parfait. Ensuite, on avait beaucoup de questions. On va conclure rapidement, mais au niveau du développement d'une allergie alimentaire, qu'est-ce qui fait en sorte que certaines personnes vont développer une allergie alimentaire et d'autres non? Est-ce qu'on peut parler d'un facteur génétique? Donc, il y a définitivement une prédisposition génétique, mais que ça soit clair, on n'a pas des gènes pour tous les allergènes, genre pour l'allergie aux arachides, aux pommes, aux poires, aux pêches, etc., etc. On aurait beaucoup trop de gènes pour chacun de ces allergies-là. On a des gènes qui nous prédisposent à des allergies. Après, il y a aussi des facteurs environnementaux. Je parlais tout à l'heure du fait que plus on retarde l'introduction d'un aliment, plus on peut devenir allergique. L'eczéma, ça peut être quelque chose qui peut avoir une incidence. Aussi, les progrès qu'on a fait en médecine ces dernières années, où il y a beaucoup moins d'infections chez les enfants, donc les enfants ne meurent pas de très jeune âge. Excellent. Mais de l'autre côté, le système immunitaire qui était voyait ces microbes-là pendant des millions d'années, tout d'un coup, ne les voit pas. Et chez certains individus qui ont des prédispositions génétiques, ça peut mener à des allergies parce qu'il y a une réponse exagérée du système immunitaire vers des allergènes qui sont inoffensifs. Peut-être la vitamine D. Notre mode de vie a tellement changé ces dernières années que ce n'est pas juste une question de génétique, mais aussi une question environnementale. Parfait, merci. Aussi, au niveau des réactions allergiques, si on est allergique à un aliment en particulier,
Est-ce qu'on doit craindre ou avoir peur de réactions croisées avec d'autres aliments, exemple l'allergie aux amandes? Est-ce qu'on doit craindre les autres noix ou les arachides? Les noix et les arachides, c'est deux choses différentes. Les arachides, c'est des légumineuses. Les noix, ça fait partie de la famille des noix. Donc, juste la première précision à donner. Parce que beaucoup de gens confondent noix et arachides et ce n'est pas la même chose. Mais oui, effectivement, des gens qui sont allergiques à un type de noix sont plus à risque de réagir à un autre type de noix. Par exemple, des gens qui sont allergiques aux pistaches ont beaucoup plus de risque d'avoir des réactions aux noix d'acajou. Les enfants qui sont allergiques ou les adultes qui sont allergiques aux noix de Grenoble ont beaucoup plus de réagir aux noix de Pacane. Et c'est vrai aussi pour les poissons, quand on est allergique à un poisson, on a plus de risque de réagir à un autre poisson, mais pas forcément un crustacé. Je ne veux pas que les gens qui ont des réactions aux poissons pensent qu'ils sont plus à risque de réagir aux crustacés et vice-versa. Les gens qui ont des réactions aux crustacés peuvent avoir plus de risque d'avoir des réactions aux autres crustacés, mais pas forcément aux poissons, parce que c'est deux familles alimentaires complètement différentes. Parfait. Merci beaucoup. Ensuite, si on peut faire un petit point au niveau de l'utilisation de l'auto-injecteur d'épinéphrine, on a eu beaucoup de questions. Une personne se demande si on a une enflure au niveau de la bouche, est-ce que vous recommandez de prendre du Benadryl ou d'attendre? Là, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. On peut clarifier le tout. Mais, Jamais de Benadryl. Parfait, merci beaucoup. Et puis sinon, au niveau des symptômes légers versus les symptômes plus importants. C'est sûr que ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de quelle a été la sévérité de la réaction précédente. Si ça a été très sévère, on ne va pas attendre que la réaction redevienne très sévère, on va réagir rapidement. Ça dépend aussi de la sévérité de la réaction quand ça arrive. Quand la réaction est genre très légère, genre 2-3 plaques d'urticaire, rien d'autre, on peut peut-être attendre ou donner un antihistaminique. Mais dès que ça devient généralisé, dès qu'il y a plusieurs systèmes qui sont impliqués, dès que ça progresse, quand il y a un élément de progression, il ne faut pas attendre trop. Il faut y aller avec l'épinéphrine. C'est un médicament relativement très sécuritaire. C'est une hormone naturelle que notre corps produit. Ça va casser la réaction. Donc, il faut agir rapidement. Dans le doute, je pense que ça vaut la peine de le donner. Parfait, merci beaucoup. Puis, au niveau de l'utilisation de l'épinéphrine à long terme, est-ce que ça peut avoir des effets sur le corps ou d'autres organes? On produit de l'épinéphrine à tous les jours. Donc, je ne vois pas comment ça peut avoir des effets. Je ne dis pas à des doses raisonnables. C'est sûr que si on fait du surdosage, on donne 10 fois la dose, là, c'est autre chose. Mais dans les auto-injecteurs, on ne peut pas surdoser. Là, on donne la quantité qu'il faut. Parfait. Puis une petite dernière question au niveau des probiotiques. Est-ce qu'ils sont vraiment efficaces pour réduire les allergies? Écoutez, il y a beaucoup d'études qui se font là-dessus. Pour le moment, il n'y a pas d'études convaincantes. Et c'est parce que le probiotique, c'est un peu large comme concept. C'est-à-dire, imaginez si je vous disais, est-ce qu'il faut donner un médicament? Vous direz, mais quel médicament? Quel dosage? Pour qui? Pour quelles conditions? On ne peut pas parler de probiotique. C'est un terme qui est un peu vague. Il faut dire quel type de probiotique, quel type de bactéries, quelle quantité, quelle combinaison, à quel moment, à quelle durée. Donc, tout ça, c'est pour le moment, on est en train de l'étudier. Peut-être dans quelques années, ça peut devenir quelque chose qui est intéressant. Mais pour le moment, il n'y a pas d'études claires qui disent que les probiotiques, terme vague, va aider les allergies. Parfait. Bien, merci beaucoup. En fait, c'est ce qui va mettre un terme à notre belle rencontre de ce midi. Alors, c'est ce qui conclut la présentation avec vous, Dr. Reza Alizadeh-Faure. Je veux vraiment vous remercier très, très chaleureusement pour cette mise à jour sur les allergies alimentaires et sur la prise en charge des réactions anaphylactiques en 2021. Alors, un grand merci à vous et je suis certaine que nos participants en ont appris vraiment davantage. Donc, merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci de l'organisation. Merci pour tous ceux qui ont été présents et de votre intérêt. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions. Peut-être qu'une prochaine fois, on peut être dans une salle, dans un air post-Covid, et on peut aborder les autres questions qui, malheureusement, n'ont pas pu être abordées. Aujourd'hui, je m'excuse d'avoir pas pu répondre à toutes les questions, mais malheureusement, le temps étant limité, mais peut-être une prochaine fois.
Effectivement, mais on voit que c'est un sujet qui est très important pour les gens. Donc, merci d'avoir pris le temps ce midi de faire le point avec nous. Je tiens aussi à remercier notre commanditaire Bosch Health Canada pour nous pour ce webinaire, donc de nous avoir permis de faire ce webinaire ce midi. Je vous rappelle que pour demander un démonstrateur gratuit de l'auto-injecteur MRED, vous pouvez vous rendre sur leur site Internet. Alors, ensuite, pour plus d'informations au niveau des allergies alimentaires, vous pouvez vous connecter à notre site. Donc, je vous remercie d'avoir été présent tout le monde ce midi. C'est très, très, très apprécié. Veuillez noter que ce webinaire est offert à titre informatif seulement. Donc, il n'a pas pour objectif de fournir des conseils médicaux spécifiques ou de donner des recommandations ou des suggestions de traitement. Alors, si vous avez des questions, c'est très important d'en parler avec votre propre professionnel de la santé pour obtenir des conseils sur votre santé. Alors, comme plusieurs d'entre vous le savent, Allergie Québec est un organisme de bienfaisance. Alors, pour poursuivre notre mission qui est de soutenir la population allergique et d'améliorer la qualité de vie de tous et chacun, nous vous invitons à visiter notre site web, à participer à nos activités et puis, bien sûr, à faire un don si vous le pouvez. Alors, pour plus d'informations sur les allergies alimentaires ou pour faire appel à notre ligne de soutien téléphonique gratuite, nous vous invitons à visiter notre site Internet. Alors, merci beaucoup à tous. C'est ce qui conclut notre présentation. Je voulais juste conclure en disant que je vois beaucoup de questions au niveau du chat. Oui. C'est des questions qui sont très pertinentes et malheureusement, je ne peux pas répondre à toutes ces questions-là. Mais s'il vous plaît, prenez rendez-vous avec votre allergiste et posez-leur ces questions-là qui sont très, très pertinentes, qui méritent une réponse, etc. Donc, n'hésitez pas à avoir une consultation en allergie, aller voir un allergiste ou reprendre rendez-vous pour que ces questions-là soient abordées avec votre allergiste. Merci beaucoup pour la précision. Alors à tous, merci d'avoir été présents aujourd'hui. On vous souhaite une belle après-midi et merci encore, Dr. Alizadeh Farr. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.